Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce dernier briefing bilan de l'exercice Cru Majeur Paris que nous avons organisé avec Julie Estervin et Sarah Abdelmoumni ici présentes pour traiter donc d'un exercice Cru Majeur Paris qui se tient en même temps que l'exercice organisé par les pouvoirs publics qui a lieu donc ces 3 journées, 13, 14 et 15 octobre. Donc on s'est synchronisé là-dessus, et contrairement au pouvoir public qui traite pour l'essentiel la question de la sécurité des personnes, la protection des infrastructures avec les OIV, la communication entre eux, etc., nous on traite ici donc les sujets entreprises. Cet exercice donc s'est déroulé dans un contexte où les pouvoirs publics ont formellement demandé aux entreprises d'agir en toute autonomie. Il faut comprendre que c'est un scénario très grave, enfin vraiment d'amplitude très importante, extrêmement systémique. Et les pouvoirs publics auront bien d'autres choses à faire que d'aller secourir ou d'envoyer des camions de déménagement dans les entreprises. Ça va être très compliqué pour eux pour maintenir l'ordre, assurer le secours aux personnes, déménager les hôpitaux, les prisons, etc. Donc ils ont beaucoup de choses à faire. Et ils ont explicitement demandé depuis des années que les entreprises se préparent, ce que nous faisons donc ici, avec vous. Et donc, dans le cadre de cet exercice dont on vous propose le bilan maintenant, on n'abordera pas du tout les sujets qui sont abordés par les pouvoirs publics, c'est leur domaine. Donc, et en revanche, on va s'occuper exclusivement de ce qui se passe dans l'entreprise, au niveau du COMEX, dans les différentes directions, l'informatique, etc., pour voir comment ça se passe. Donc cet exercice a rassemblé 40 inscrits, donc là-dedans il y avait des personnes plus individuelles, mais également des cellules de crise d'entreprise, avec une seule connexion. On sait qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes connectées derrière. Toutes les personnes ont pu poser des questions auxquelles le souhaitaient, et tout ceci était guidé par avance avec une publication que nous avons rédigée avec Julie Estervin qui s'appelle « Risque de crue majeure en région Île-de-France » que vous pouvez nous demander soit en vous connectant au site Julie Estervin, soit Maîtrise des crises, et vous le recevez gratuitement sans aucun problème. Donc cette animation s'est déroulée sur 3 journées. La première journée, c'était, disons, le début de la crue et un scénario qui ne s'aggrave pas, c'est-à-dire qui reste dans les clous d'une crue 1910 sans endommagement supplémentaire ou anormal des infrastructures de sous-sol. Le deuxième jour, on a joué des aggravations RH, c'est-à-dire en clair la cohue dans les gares et de la pagaille pour évacuer Paris. Et la troisième journée, donc ce matin, on a joué des aggravations beaucoup plus sévères sur les infrastructures et l'inscription de la crise dans la durée. Et donc le dernier briefing, c'est maintenant 17h. Donc à chaque fois, c'était de l'ordre de 20 à 30 minutes en vidéo, comme on le vit en ce moment, pour pouvoir piloter tout ça. Donc j'ai animé donc cet exercice avec Sarah. Donc un mot sur maîtrisedescrises.com. Donc notre métier, c'est de veiller l'ensemble de ces risques, de vous alerter, de vous donner les gammes opératoires avant que la crise ne se déclenche vraiment, de préparer tout ça très en amont pour l'ensemble des risques systémiques qui visent l'ensemble des entreprises en France. Donc il y a une quinzaine de risques couverts, dont la crue majeure, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça marche sur abonnement et vous pouvez nous contacter mdc@maîtrisedescrises.com pour essayer ça, si vous souhaitez, anticiper vraiment les crises systémiques. Donc Sarah, sur Julie Estervin. Oui, donc je m'appelle Sarah Abdelmoumni, donc je suis manager au sein du cabinet Julie Estervin en charge de l'expertise gestion de crise, continuité d'activité. Et je vais me permettre de dire quelques mots pour vous présenter Julie Estervin. Donc, nous sommes un cabinet de conseil multi-expertise. Nous aidons nos clients sur les différents volets, stratégie, organisation, technologie, humain. Et si nous sommes aujourd'hui avec Vincent sur les sujets de gestion de crise et de continuité d'activité, c'est parce que nous croyons vraiment que ces sujets ne peuvent pas être traités en silo et qu'il faut avoir une approche qui s'adapte avec nos domaines d'expertise, donc notamment la gestion des risques, la continuité du changement, la transformation des organisations, la résilience informatique ou encore le management de la performance, par exemple. Cette transversalité nous permet d'apporter à nos clients des dispositifs de gestion de crise à la fois pragmatiques, robustes et ancrés dans la réalité de nos métiers. Et aujourd'hui, donc, on a une communauté d'environ 60 consultants dédiés à ces thématiques. Et on a déjà accompagné plusieurs clients sur la mise en place, la transformation et aussi l'animation de leurs dispositifs de gestion de crise et de continuité d'activité. Moi, mon ambition au sein de Julie Estervin, c'est vraiment d'aider nos clients à être plus résilients, plus préparés, plus agiles, avec les meilleures pratiques qu'on peut observer dans nos domaines métiers.
Au-delà de nos missions aussi, on cherche à contribuer à la réflexion collective sur la gestion de crise. C'est ce que vous avez dit, Vincent. On a publié le livre blanc ensemble et on anime aussi ce 3e exercice gratuit qui s'inscrit dans cette logique de diffusion des bonnes pratiques. Vincent mettra à la fin mon mail et puis je reste disponible si vous avez des questions sur Julie Sterwen ou sur des sujets de gestion de crise. Voilà, Vincent, je te laisse prendre le relais pour partager nos conclusions. Merci Sarah. Donc on ne t'en va pas, donc on a encore besoin de toi pour la suite, bien sûr. Alors maintenant, en synthèse donc, sur le risque crue majeure Paris tel qu'il s'est présenté d'abord tout court par les forces de la nature, tel que décrit par les pouvoirs publics lors de l'exercice Hydros 25 qui a lieu en ce moment, et puis évidemment on a repris les mêmes données, puisqu'il n'y en a pas 36, pour analyser, pour essayer de comprendre tout ça et inviter les entreprises à se préparer. Alors la première chose, c'est qu'on a une situation dans laquelle la dérive climatique et le changement climatique poussent le risque vers la mauvaise case, donc vers une aggravation du risque, en le rendant à la fois plus grave, c'est-à-dire qu'en clair, il pleut de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Donc le risque qui était centenal, dont on nous disait qu'il était centenal, risque fort, à l'appui d'études scientifiques qui seront menées sérieusement, d'être décrit comme étant un risque un petit peu plus fréquent que centenal dans les mois, peut-être dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Mais c'est pas une raison pour attendre le fin fond de l'affaire, pour continuer de se préparer, bien sûr, puisque de toute façon, le risque, lui, ne baisse pas. Il augmente probablement, mais il ne baisse pas. Le deuxième paramètre, c'est la généralisation du télétravail depuis le Covid notamment, qui intervient de façon dissymétrique sur le risque, c'est-à-dire que c'est un facilitateur au départ. Donc les entreprises, depuis qu'elles ont déployé les infra télétravail qui marchent bien, donc tout le monde sait s'en servir, y compris les patrons, rend le départ plus facile. Donc on dit à tout le monde, prenez vos clics et vos claques et vous partez en mode télétravail, donc ça on le fait tout le temps. Et donc évidemment, en tête d'une crise comme ça, c'est beaucoup plus facile. Il y a d'autres, pas que facile, il y a aussi des difficultés, mais enfin c'est beaucoup plus facile qu'avant le Covid. En revanche, sur les crises de longue durée, on sait déjà qu'on aura des problèmes RH au retour. On le voit avec le Covid, où certains établissements financiers, des secteurs de l'assurance, ont des difficultés à freiner un peu sur le télétravail, parce qu'il y a eu des dérives, parce que c'est justifié de le faire, on ne porte pas de jugement là-dessus. En attendant, le télétravail, c'est facile d'y aller, c'est compliqué d'en revenir, et ça va s'appliquer sur le scénario crue majeure, où ça va être plutôt facile en tête de crise, et plutôt nettement plus compliqué en sortie de crise, comme on va le voir tout à l'heure. Le troisième paramètre, c'est les blocages réglementaires. Donc, ceux qui suivent le dossier, vous savez peut-être que la réglementation française, notamment au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, classifie au sens confidentiel défense un certain nombre d'informations relatives à la préparation des opérateurs d'importance vitale, en clair, Enedis, RATP, le chauffage, les télécoms, etc., et rend les informations dont nous avons besoin inaccessibles réglementairement. Donc si vous posez la question à vos opérateurs, donnez-moi un visage à la crise, combien de temps ça va durer à peu près, etc., ils vous répondent poliment qu'ils n'ont pas le droit de vous répondre. Alors évidemment, c'est pas pratique pour préparer le changement climatique, donc nous agissons avec Julie Sterwen du reste, en communiquant, en faisant ces exercices, en envoyant nos comptes rendus aux autorités, en tâchant de rencontrer des parlementaires pour leur dire qu'il faut changer la réglementation, mais je vous assure que c'est pas facile, surtout en ce moment, vous allez me dire, pour aller, disons, faciliter les choses. Voilà. On ne demande pas de vraie révolution, mais disons d'essayer de faciliter les choses là-dessus. Par ailleurs, les pouvoirs publics n'organisent pas du tout d'exercices impliquant le gros des entreprises. Et Hydros 25, qui est en place en ce moment même, hein, donc il se termine ce soir, ne déroge pas à cette règle-là. C'est-à-dire que il vise les OIV, il vise les écoles, les populations, et c'est très important, hein, c'est pas la question. Mais il n'y a pas de volet entreprise. Le volet entreprise est laissé complètement en page blanche. Et c'est pour ça que nous le faisons, parce qu'on considère que l'intérêt général, c'est précisément de diffuser à minima au moins la connaissance et les éléments de compréhension. C'est pour ça qu'on fait le livre blanc. C'est l'exercice en ligne là, que vous regardez en ce moment, c'est le 3e avec Julie Sterwen, mais c'est le 5e depuis le début. Donc tous les 2 ans, on le fait. Et si nous, on est capable de le faire, normalement les pouvoirs publics devraient être capables de le faire, mais pour l'instant, à notre grand regret, c'est pas fait. Et puis la presse, donc on en a eu encore confirmation hier et aujourd'hui, et donc c'est très compliqué d'intéresser les journalistes à la vie économique en cas de crue sur Paris. Ils s'intéressent aux populations, aux enfants, aux hôpitaux, les chiens, les chats et tout ce que vous pourrez inventer. Mais dès qu'on leur dit l'emploi va pas rester sur Paris, il y a quand même un petit sujet d'aménagement du territoire.
Même en leur donnant le livre blanc, les explications, et je vous assure que j'ai passé du temps avec les journalistes au téléphone pendant 2 jours, là, il n'y a rien à faire, rien, et donc même la presse économique, pour l'instant, à la minute où je vous parle, en tous les cas, n'a pas sérieusement ouvert le sujet. Ça mériterait quand même, compte tenu de l'épaisseur du risque, d'avoir des émissions là-dessus, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, ça va peut-être venir, mais on n'y est pas encore. En tous les cas, on est à leur disposition, bien sûr, pour creuser. Alors, on a fait donc 2 scénarios. Le scénario au mieux, qui correspond à une crue 1910, mais sans aggravation dans les sous-sols. Autrement dit, l'eau ne descend pas dans les sous-sols pour endommager les infrastructures. Alors ça se fait grâce au déploiement par les autorités, par les pouvoirs publics, d'un plan de protection des infrastructures. Donc vous l'avez à l'image en haut à droite. Donc c'est concrètement au-delà de 6,10 mètres à peu près. Les pouvoirs publics lancent le bétonnage, le murage et la fermeture physique de tous les points bas sensibles, traduction les entrées de métro, les grilles, les bouches d'égout, certaines entrées de commerce, les parkings, etc. 500 chantiers en même temps, pour aller fermer tout ça et éviter que l'eau n'envahisse les sous-sols parisiens. Dans le même temps, au fur et à mesure qu'il mure et qu'il ferme, le métro ferme bien sûr, et il coupe le courant. On appelle ça des délestages. Donc il y a de moins en moins d'électricité, de chauffage, de télécom, etc. dans le centre de Paris, autour de la Seine, et dans une zone de plus en plus large au fur et à mesure que la Seine monte. À cette vision-là, les populations, donc vos collaborateurs, voient ça le matin sur BFM, pour dire les choses en une phrase, et sur les chaînes info, voient ça et donc immédiatement prennent leur baluchon et les enfants et vont se mettre en situation de télétravail dans la famille en région, chez des amis, peu importe. Ils dégagent de Paris et donc commencent, avec la découverte de ces infrastructures de protection, une migration très importante, c'est un mouvement vers les gares et vers les routes, pour aller dégager de Paris. Ça s'est produit à petite échelle lors du commencement du Covid, souvenez-vous, alors que le télétravail n'était pas déployé. Là maintenant, on sait que le télétravail marche très bien, et on sait qu'on a devant nous 2 à 3 mois de froid dans Paris, parce que sans chauffage, on est au mois de janvier, il fait froid. Et donc les enfants, s'il fait froid, ça va bien un jour, mais pas plus. Et donc tout le monde mettra sa famille à l'abri en partant, en quittant la zone, tout simplement. Et ça ne va pas se faire facilement, parce qu'au même moment, les gares ferment, les stations de métro ferment, les routes sont partiellement encombrées, en tous les cas, ou par les embouteillages ou par des fermetures. Donc la sortie de Paris va se faire très vraisemblablement, je ne dis pas dans la douleur, mais disons pas très facilement, pour des gens qui déjà prennent l'initiative de partir, et vous imaginez le moment où vous recevez vos notifications dans les téléphones en disant « partez ». Donc tout ceci dégage en région, et nous on s'attend à une sorte de blackout RH, Sarah va y revenir, de l'ordre d'une semaine, c'est-à-dire que le temps que les gens partent, arrivent sur leur destination, mettent les enfants à l'école, leur achètent les affaires qui manquent, établissent un camp de base un peu solide chez belle-maman, le temps de remettre en route son ordinateur portable et dire à l'employeur « ça y est, je suis prêt », il peut se passer facilement 4, 5, 6 jours, donc disons de l'ordre d'une semaine en moyenne, pendant lequel il y aura une sorte de blackout RH, et vous n'aurez pas de nouvelles de vos collaborateurs, environ en moyenne, bien sûr, et puis après, ça pourra éventuellement redémarrer en fonction de ce que vous allez faire. Donc tout ceci va se déployer, et dans l'hypothèse où ça ne s'aggrave pas, avec donc des dégâts financiers sur la crise qui devraient durer 3 mois de l'ordre de 15 à 40 milliards d'euros, à peu près, dans lequel le pilotage par les RH sera complètement central, bien entendu. En revanche, si les choses... Alors là, je vous ai mis des photos souvenirs de Prague et le métro qui a été englouti. Donc si on a ce spectacle-là dans Paris, c'est-à-dire des infrastructures de protection qui ont lâché, et l'eau s'est massivement engouffrée dans les sous-sols, alors on tombe dans ce que nous appelle nous le scénario aggravé, c'est-à-dire la même hauteur d'eau, mais des endommagements sévères dans les infrastructures. Donc on ne déplace pas la cote 110, la cote 1910, simplement, ça n'a pas tenu, quoi. Et là, pour le coup, on change complètement de décor, dans la mesure où le délai estimé, redouté, pour remettre des infrastructures de sous-sol endommagées en état, s'étale entre, disons, 2 à 4-5 ans. Voire un peu plus pour certaines lignes de train ou de métro, sans rentrer dans les détails, mais enfin, compter sur 2-3 ans à peu près, avec un pari très largement impraticable
au début et de moins en moins impraticable au fur et à mesure que le temps avance. Mais avant qu'on ait récupéré le métro, de l'énergie, du chauffage urbain, tout nettoyé, déblayé, les télécoms soient fiables, sans que ça coupe toutes les 5 secondes, etc., en dessous de 2 ans, c'est pas raisonnable, quoi. On n'y arrivera pas avec un chantier de cette taille-là. Refaire la toiture de Notre-Dame, c'est 5 ans et demi. Hein, donc là, on est sur une autre catégorie, et même avec des forces européennes, ça va pas se faire en 5 minutes. Donc ça provoque une deuxième vague d'exode, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui comprennent que ça va durer et que même le camping long ne va pas suffire, continuent de partir. Et cette fois-ci pour du camping durable, hein, c'est-à-dire qu'on s'installe chez Belle Maman en mettant pour de bon les enfants à l'école, lesquels vont se faire des copains, les enfants au lycée, les grands, les étudiants dans des facs pas à Paris, pour les campus qui sont touchés, etc. Et donc la vie s'enracine en région, y compris la vie de vos collaborateurs. Et nous pensons que 2 à 3 ans loin de Paris, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour les faire revenir que si c'est 3 mois ou que si c'est 7 semaines comme on a eu sur le Covid numéro 1, enfin sur le confinement 1 du Covid. Donc là, on s'oriente, si ça devait se réaliser, c'est une hypothèse, vers un réaménagement de facto du territoire. Je ne vous ai pas parlé des problèmes de pillage, de maintien de l'ordre, de cyber-insécurité en plus. Enfin, il y a évidemment plein de facteurs d'aggravation en plus, on ne les a pas joués. Et donc, ce territoire à réaménager pourrait durer très 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 longtemps parce que les gens n'auront pas envie de revenir. Donc la vraie question, c'est comment on fait pour que les gens, disons, restent adhérés en adhésion au travail, peu importe leur localisation. Donc on vous a fait 2 gammes de recommandations. Une gamme de recommandations pour bien comprendre le risque pour les entreprises. Donc l'objet ici, c'est évidemment de pas tout dérouler parce que c'est pas le format là maintenant et puis c'est vraiment long, mais disons au moins pour bien comprendre. Alors première chose à faire, vous pouvez déjà télécharger le guide de préparation qu'on a fait avec Sarah, il suffit de vous le demander, c'est gratuit, et il fait une 30aine de pages avec des fiches pratiques dedans, donc déjà ça vous donnera une bonne idée. La seconde, c'est de bien comprendre que la gravité du risque augmente avec la dérive climatique, et les pratiques du télétravail en sortie de crise. Donc pas au début, c'est un facilitateur, les gens partent plutôt plus facilement qu'avant, ça c'est mieux, mais par contre reviennent beaucoup plus difficilement, donc ça c'est pas bien. Si la crise dure 2 à 3 mois, c'est-à-dire le scénario gentil qu'on a vu tout à l'heure, alors il faut s'attendre à une crise en termes de pilotage RH qui est équivalente à peu près à 2 fois le confinement 1 du Covid. Et vous avez vu déjà la difficulté pour revenir d'un seul confinement du Covid, même 3-4 ans après, on a du mal. Si la crise dure 2 à 3 ans, c'est-à-dire notre scénario défavorable, alors on est plutôt sur 20 à 30 fois la distanciation sociale, si vous voulez, ou affective, entre les collaborateurs et l'entreprise. 30 fois. Donc là, évidemment, on change complètement de catégorie. On n'a jamais connu ça, hein, pour dire les choses. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, sauf que les collaborateurs loin de Paris pendant 3 ans, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc il faut mettre là-dessus une gouvernance mixte qui soit à la fois DG Business et RH. Donc j'ouvre le sujet DG Business et Sarah traitera le sujet RH juste après. Donc il y a un enjeu évidemment site. Que faites-vous de vos installations touchées, sans électricité, etc., dans lesquelles il y a encore des choses à enlever? Que faites-vous en termes de sécurité de ces bâtiments s'ils vous appartiennent au passage? S'ils sont en location, chaque propriétaire se débrouille. Et il faut absolument, bien entendu, que l'informatique s'aligne à cette stratégie-là. Modulo les cyberattaques courantes. Enfin, c'est pas le moment d'avoir un système d'information inaccessible, des applications qui ne marchent pas sur le domaine critique, et une infrastructure de télétravail qui est à plat, évidemment. Si la crise est longue, à ce moment-là, le facteur dominant dans vos systèmes de décision, c'est le maintien de tout ou partie de votre modèle économique, lequel doit être entièrement remis sur la table. Où sont vos clients? Qu'est-ce qu'on peut leur vendre? De quoi ont-ils besoin? Existe-t-il toujours? Et mes fournisseurs en amont? Est-ce que je peux fabriquer ce qu'on me demande à l'aval en comptant sur des fournisseurs amont qui eux-mêmes ont été inondés avec les collaborateurs en déroute, etc. Donc le modèle économique doit être mis sur la table et l'entreprise doit se reconfigurer. Alors peut-être les éléments vous conduiront à adopter un reconfinement partiel, une reconfiguration partielle. Peut-être que tout est à remettre complètement sur la table en fonction de vos différentes activités. Mais n'ayez pas peur de dire le mot reconfiguration générale de l'entreprise sur un scénario défavorable comme ça. Et on vous invite également à mettre le sujet sur la table, si la scène ne déborde pas,
disons, une fois par an pour faire le point et, disons, préparer la façon dont vous pourrez rendre l'ensemble de ces arbitrages. Alors, côté RH, Sarah. Alors, en situation de crise, la première réaction des collaborateurs est toujours la même, la famille d'abord. Donc concrètement, pour nous, entreprises, cela crée un blackout RH, en particulier pour les collaborateurs avec des enfants en bas âge, qui seront occupés à se délocaliser loin et en sécurité, se mettre en sécurité. Cette phase d'auto-évacuation et de stabilisation dure, comme l'a dit Vincent, entre 2 à 6 jours. Durée où vos collaborateurs, vos équipes ne seront pas pleinement disponibles. Il faut donc anticiper cette période, prévoir avec deux doubles titres, prévoir des consignes claires mais souples. Prenez vos PC, chargeurs, dossiers importants, délocalisez-vous dans une zone praticable et prévenez votre hiérarchie, couplé avec un management capable de garder le lien malgré l'éparpillement. Le développement du télétravail change complètement la physionomie de cette crise, car il rend les retours plus difficiles et la remobilisation plus lente. Face à ça, une politique RH de crise est indispensable pour comprendre les scénarios, anticiper les réactions humaines, mobiliser les équipes, sécuriser les fonctions clés et garder le lien avec les partenaires sociaux. Et surtout, donner du lien et de l'envie sur le long terme. Cette crise, ce n'est pas seulement un moment de rupture, c'est aussi un moment pour se réinventer, pour renforcer la cohésion et pour saisir aussi des opportunités, y compris en matière de recrutement ou d'organisation. Avec la montée des risques climatiques et la généralisation du risque du télétravail, la RH se retrouve aujourd'hui au cœur de la gestion de cette crise-là, ce type de crise. Ça devient un acteur majeur de la résilience et de la continuité de l'entreprise. Voilà ce que je peux dire sur les grands enjeux RH. Les grands enjeux RH, oui, dont on comprend bien qu'ils sont complètement au centre du sujet, parce que si vous ne tenez pas les troupes, alors qu'elles partent en déroute un peu partout, sans leur parler, sans les alerter, sans leur décoder ce qui est en train de leur arriver, et même l'intérêt du travail, les projets, etc., vous allez les perdre. Les meilleurs vont partir. Et un flot de démissions très important, c'est un risque absolument majeur pour l'entreprise. Vous perdez les ressources, le capital humain. Donc là, c'est carrément dangereux. Et évidemment, ceux qui sont bien préparés vont aller faire leurs courses pour aller capter une partie de vos effectifs en disant, écoutez, si vous voulez travailler dans une entreprise qui a un plan B, c'est quand même plus confortable que de travailler dans une entreprise qui n'a pas prévu le truc, quoi. Donc cette question de préparation est un élément aussi de compétitif, qui valorise l'entreprise. Une entreprise qui réfléchit à son avenir et qui prépare des plans B est une entreprise qui a plus de valeur aux yeux des salariés qu'une entreprise qui n'en a pas. Et avec Sarah, on est contacté vraiment assez régulièrement par des gens qui disent c'est quoi ce risque ? Enfin, j'ai besoin de comprendre si moi, dans ma vie, mais aussi mon employeur, est-ce qu'il a prévu quelque chose pour que je puisse vivre sereinement et développer mon parcours personnel et professionnel normalement. Donc c'est vraiment complètement central cette affaire-là. Et il y a 2 ans, on avait déjà fait un exercice de gestion de crise sur le même sujet, sur la sujet de crise majeure. Et on dit attention, le Covid a changé la donne. Mais 2 ans plus tard, on a fait beaucoup quand même d'échanges et d'interventions avec des anciens de la zone de défense Paris, etc. Et on est convaincu que le sujet RH est en train de dominer complètement le pilotage de ce genre de crise-là. Par le haut, parce que sans ça, plus rien n'est possible derrière. Sarah, tu avais un commentaire particulier à rajouter ? Je voulais remercier ceux qui ont participé à cet exercice pendant ce marathon des 3 jours, parce que c'est intense. 3 jours, 3 débriefs par jour jusqu'à aujourd'hui. Donc merci d'avoir tenu bon jusqu'à maintenant. Et merci également d'avoir dégagé du temps dans les agendas. On sait que c'est compliqué en ce moment. Pour tous ceux qui nous ont posé des questions pendant les briefings et puis entre les deux, on regarde le trafic. On sait que les vidéos qu'on produit, donc on a produit 3 vidéos par jour pour aider tout le monde. Le présent débriefing va être mis en ligne sur les réseaux, donc vous pourrez le reconsulter. Et si vous avez des questionnements à nous formuler pour d'abord sur nos offres quand même, parce qu'on ne fait pas tout ça comme ça. maîtrisedescrises.com, donc mdc@maîtrisedescrises.com, et pour Juliet, Sarah. Ouais, alors Juliet Sterwen, donc il y a le site internet et puis mon adresse mail,
donc s.abdelmoumni@juliesterwen.com. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour approfondir un sujet, intervenir devant vos comex, disons pousser le niveau de sensibilisation de vos équipes, RH, continuité d'activité, gestion de crise, etc. On est là pour ça, pour essayer de vous faciliter le travail. Si ce n'est déjà fait, consultez le livre blanc qu'on a fait pour vous gratuitement. Vous pouvez le donner, ainsi que cette vidéo, à vos fournisseurs et à vos clients pour que vous soyez préparés de manière intelligente à l'intérieur d'un écosystème. Ça ne sert à rien d'être prêt tout seul si tout le monde est malade à côté. Bah oui, les risques systémiques, c'est ça, c'est vraiment le sujet, c'est de se préparer ensemble, et donc c'est pour ça qu'on fait ça. On espère que vous avez apprécié donc l'animation qu'on a fait pour vous pendant ces 3 journées. N'hésitez pas à nous faire savoir par les réseaux sociaux ou en nous contactant directement ce que vous en avez pensé, et on vous dit donc à très bientôt pour un prochain exercice peut-être, et en tous les cas on vous tiendra au courant des développements de cette affaire. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci.